Dans un petit village du nord du Portugal, la famille appelait cela « éducation ». Quelques jours sans nourriture, dans une chambre séparée, avec une porte qu'on ne pouvait pas ouvrir de l'intérieur. Ils étaient en convaincus que c'était ainsi qu'on formait le caractère. Mais en août 2005, leur méthode se termina par une tragédie. La version officielle de la famille sonnait simplement. Tiago était soudainement tombé malade. Le père, Rui Souza, avait lui-même appelé le service d'urgence. Ces paroles sont conservées dans le procès-verbal. Il ne respire pas. Il s'est soudainement senti mal. Mais l'opérateur remarqua immédiatement quelque chose d'étrange. L'appelant parlait comme s'il lisait un texte sur une feuille. Aucune confusion, aucune panique. Quand l'ambulance arriva 21 minutes plus tard, les ambulanciers entrèrent dans la chambre et comprirent immédiatement. L'histoire des parents ne correspondait pas à ce qu'ils voyaient. Dans le rapport, ceci est consigné en une seule ligne. Les signes extérieurs ne correspondent pas à la version d'une détérioration soudaine. L'examen révéla 3 détails clairs. Premièrement, forte dénutrition. Deuxièmement, déshydratation. Et troisièmement, le processus de défaillance organique avait commencé bien avant l'appel. L'observation finale sonnait particulièrement grave. Aucun signe d'assistance détecté. L'un des employés s'écarte. Il passe un appel, une conversation brève. Puis il prononce la phrase qui élève tout à un autre niveau. « Restez où vous êtes. La police a été appelée. » À partir de ce moment, l'affaire ne fut plus médicale, mais devint une enquête. Les dossiers enregistrent. La maison de la famille Souza était isolée. Le voisin le plus proche habitait à environ 1 kilomètre de distance et le bâtiment lui-même ressemblait plutôt à une fortification. Épais murs de pierre, fenêtres étroites, aucune trace de vie alentour. Dans le procès-verbal se trouve une phrase directe. L'architecture rappelle plus une forteresse qu'une maison ordinaire. C'est précisément cela qui créa un paradoxe. Dans un tel silence, chaque son portait loin. Mais personne du village n'avait signalé avoir entendu quelque chose d'inhabituel. L'isolement était multiple. Géographique, montagnes et distances. Architectural, murs qui ne laissaient pas passer le son. Social. Selon les témoignages des voisins, la famille n'avait de contact avec personne. L'un d'eux dit directement « Ils vivaient retirés, pour eux-mêmes. Ils n'ont jamais invité d'hôtes. » Dans les notes de service de l'inspecteur Mendes est conservée une note brève. Ce n'est pas seulement une maison, c'est un système fermé où tout était décidé en interne, un vide volontaire. Au moment de l'arrivée de la police se trouvaient 3 personnes dans la maison. Rui Souza, sa femme Sofia et la fille aînée Catarina. Dans le procès-verbal est noté 3 membres de la famille trouvés sur place. Aucun autre témoin des événements n'a été déterminé. Ainsi, le cercle des impliqués fut immédiatement délimité. Mais comprendre ce qui se passait exactement derrière les murs de cette maison ne serait éclairci qu'au cours des enquêtes. Après l'arrivée de la police, la famille Souza donna immédiatement ses premières déclarations. C'est exactement à ce moment que retentit la version qui deviendrait plus tard décisive pour la défense. Selon les dossiers, le père, Rui, voulut d'abord prendre la parole, mais Sofia commença à parler. Elle décrivit tout avec assurance, d'une voix calme, sans pause. Selon ses paroles, Tiago avait apparemment contracté une étrange maladie. Il avait cessé de manger, et ces derniers jours, son état s'était rapidement détérioré. Dans le procès-verbal est conservée sa citation directe. « Il refusait la nourriture. Nous ne savions pas quoi faire avec lui. Tout s'est passé graduellement. » Rui garda le silence et évita le contact visuel. Sofia mena entièrement seule le dialogue. Dans les documents est noté « Le comportement des parents est décrit comme sans émotion.
Pas d'agitation, pas de signe de panique. En même temps, leur fille Katharina se trouvait dans la maison. Elle ne dit pas un seul mot, observait seulement ce qui se passait. Son silence tendu attirerait plus tard l'attention de l'inspecteur Mendes. Ainsi naquit la première version officielle de la famille. Une maladie mystérieuse et une détérioration graduelle de l'état. Mais les enquêteurs notèrent déjà alors que l'histoire sonnait trop lisse, comme si elle était préparée. Dans les documents apparaît la première annotation. La version est douteuse. À ce stade, l'affaire est classée dans une autre catégorie. Mort suspecte. Et c'est exactement après cela qu'entre en action l'inspecteur principal João Mendes, à qui il incombe de vérifier chaque mot de la famille Sousa. Quand l'inspecteur João Mendes prit en charge l'affaire, son premier pas fut une enquête détaillée de la maison. Au premier regard, tout ici semblait impeccable. Les sols étaient accopropres, les affaires à leur place, aucun désordre. Même le lit dans lequel Tiago avait été peu avant était soigneusement fait. Pour la situation que décrivirent les parents, cela semblait trop parfait. Normalement, dans de tels cas, règne le chaos. Les gens paniqués cherchent des médicaments, essaient d'améliorer l'état, cherchent des moyens d'aider. Dans la maison des Sousa, il n'y avait pas un seul signe que quelqu'un avait même essayé de s'occuper. L'armoire à pharmacie était vide. Dans les poubelles, pas d'emballage de médicaments, pas d'instruments d'aide utilisés. Il n'y avait pas non plus de traces d'activité frénétique, caractéristique des familles qui luttent pour un être cher. Mendes parcourut pas à pas les chambres. Tout autour semblait non pas être le lieu d'une tragédie, mais une salle d'exposition. Propre, ordonnée, stérile. À chaque nouvelle observation se renforçait l'impression que dans la maison, on s'était consciemment préparé à l'arrivée de la police. Tous les détails qui auraient sans pu confirmer l'histoire de la maladie semblaient avoir disparu. L'inspecteur consacra une attention particulière au lit, linge propre, couverture tendue fermement, pas de taches, pas de traces qui auraient pu montrer qu'ici avait reposé une personne affaiblie. Pour Mendes, c'était le premier vrai signal. Là où auraient dû être les preuves, il n'y en avait pas. Et c'est précisément cette absence qui devint elle-même une preuve. Entre-temps, les premières données médicales arrivèrent chez les enquêteurs. Elles détruisirent définitivement la version de la famille. Les médecins communiquèrent qu'aucun signe de maladie n'avait été détecté chez Tiago. La cause de la tragédie était autre. Dénutrition extrême et déshydratation. Ces mots réfutaient toute explication qui avait été donnée auparavant. Il devint maintenant évident, il n'y avait pas de maladie mystérieuse. La version des parents ne correspondait pas aux faits. Mais dans l'enquête, ce n'était que le premier pas. Le plus important restait à venir. Découvrir où exactement Tiago avait passé les derniers jours de sa vie et pourquoi tout s'était passé derrière les portes fermées de cette maison de pierre. Après que les médecins eurent annoncé la cause du décès, l'inspecteur João Mendes décida de mener le premier interrogatoire sérieux. Il s'assit face aux parents. Sur la table, il posa un dossier avec les données médicales et l'ouvrit calmement. Les mots sonnèrent durement et très clairement. Tiago n'est pas mort d'une maladie. La cause fut la faim et la déshydratation. Pour toute personne, une telle déclaration aurait dû être un choc. Mais la réaction de la famille fut complètement différente. Pas de cris, pas de tentative de se justifier, même pas un soupçon de surprise. Rui baissa silencieusement les yeux vers la table. Sofia resta immobile, comme si ces mots ne la concernaient pas. Leur silence même devint une réponse et éveilla un nouveau soupçon. Ils en savaient plus qu'ils n'étaient prêts à dire. L'inspecteur leur donna la chance de s'expliquer. La question fut brève. « Avez-vous une explication à cela ?» Rui ne dit toujours pas un mot. Sofia prit encore tout en charge. Elle dit que Tiago avait supposément souffert d'une maladie mystérieuse qui ne lui permettait pas de manger et de boire. Elle n'abandonna pas sa version antérieure.
l'adapta simplement aux nouveaux faits. Les mots sonnaient trop uniformes, trop assurés, comme si ce n'était pas une explication, mais un texte mémorisé. Mais le plus important se produisit après. Pour la première fois, le discours de Sophia laissa entendre quelque chose de plus qu'une simple version quotidienne. Elle prononça une phrase qui serait plus tard citée dans tous les dossiers. « Dieu prend ceux qui n'obéissent pas ». Ce n'était plus une justification, mais une explication idéologique. Il devint clair qu'il ne s'agissait pas seulement de négligence ou d'une erreur, mais d'une vision du monde qui justifiait le traitement cruel comme méthode éducative. Pour les enquêteurs, cela suffit pour faire passer la famille du statut de témoin à celui de suspect. L'interrogatoire fut terminé. Mendès se leva et donna l'instruction d'établir le procès verbal. Ainsi, Ruy et Sophia Souza devinrent officiellement accusés dans l'affaire. Il leur fut imputé le meurtre de leur propre fils. À partir de ce moment, l'enquête ne fut plus une tentative d'éclaircir les causes de la tragédie. L'objectif principal de la police était maintenant de rassembler des preuves de leur culpabilité et de découvrir comment exactement était organisée la vie dans cette maison où l'éducation se termina par la mort. Après l'arrestation de Ruy et Sophia, les enquêtes se concentrèrent sur la maison. Les enquêteurs comprenaient, la version de la famille s'effondrait, mais ils avaient besoin non seulement de données médicales, mais de preuves directes de ce qui se passait à l'intérieur de ces murs. Par conséquent, une nouvelle perquisition fut ordonnée. Cette fois, elle fut menée lentement et méthodiquement pour ne rien laisser passer. La maison des Souza était isolée, en pierre, de construction ancienne. À première vue, elle semblait solide et ordinaire, mais l'inspecteur Mendès avait le sentiment que c'est précisément ici que se cachait la clé de l'énigme. Le groupe commença à fouiller les pièces et à tout vérifier. Étagères, armoires, le grenier. Mais un détail étrange attira l'attention. Tout était beaucoup trop propre. Même lors d'un examen plus minutieux, on ne trouva pas le moindre indice qui confirmerait l'histoire des parents sur la maladie. Aucun médicament, aucune trace de traitement, aucun désordre. Comme il y en a normalement dans une maison où quelqu'un a souffert longtemps. Quand l'équipe descendit dans le couloir vers l'escalier, l'un des agents remarqua une incohérence. Selon le plan de construction, au pied de l'escalier devrait se trouver une petite niche, une pièce technique. Mais à sa place, il y avait un mur lisse en pierre. L'enquêteur frappa la maçonnerie. Le son était sourd, comme s'il y avait du vide derrière la pierre. Il répéta plusieurs fois et il devint clair. Ce n'était pas un mur porteur. Quelqu'un avait scellé une entrée ici. « Il y a quelque chose ici », dit-il. Ils commencèrent à examiner la zone plus attentivement. La pierre s'avéra être un revêtement de porte habilement camouflé. Il n'y avait pas de poignée, pas de serrure, seulement une surface lisse adaptée au mur. Ils durent utiliser un pied de biche. Le revêtement céda avec difficulté, et immédiatement de la fente s'échappa une odeur lourde et étouffante qu'on ne pouvait confondre avec rien. Quand la porte fut complètement ouverte, derrière se révéla l'obscurité totale. Le rayon d'une lampe de poche pénétra l'espace et éclaira une petite pièce. Mur de pierre nue, sol humide, pas de meubles, seulement un matelas sale dans le coin et un seau rouillé. L'atmosphère de cette chambre parlait d'elle-même. On ne pouvait pas y rester longtemps sans conséquences graves. Mais la découverte la plus importante ne se trouvait pas à l'intérieur, mais sur la porte elle-même. Son côté intérieur était revêtu de feutre et par-dessus cloué avec des planches. La couche épaisse absorbait tout son. Les criminalistiques déterminèrent immédiatement. Ceci fut fait pour que personne de l'extérieur ne puisse entendre un cri ou des coups. À ce moment, il devint définitivement clair que la version de la famille sur la maladie n'avait rien à voir avec la réalité. Dans la maison existait une pièce spécialement aménagée d'où on ne pouvait s'échapper et d'où on ne pouvait appeler à l'aide. Ainsi, les enquêtes tombèrent sur l'élément central de cette affaire, la chambre du silence. C'est exactement ici qu'avait lieu ce que la famille appelait éducation.
Et c'est exactement ici qu'était la réponse à la question de comment la vie de Thiago s'était terminée. La découverte de la cave secrète fut un tournant. Maintenant, l'enquête passait à la deuxième phase. L'analyse des preuves trouvées à l'intérieur et les interrogatoires qui révéleraient combien de temps cette pratique existait et qui, dans la famille, en était le véritable initiateur. Après la découverte de la cave, les enquêteurs décidèrent de séparer les époux et de mener des interrogatoires séparés. Pour l'inspecteur expérimenté, il était important de comprendre qui d'entre eux jouait le rôle principal et qui ne faisait que suivre la volonté d'un autre. Rui fut appelé en premier pour l'interrogatoire. Il entra dans le bureau lentement, voûté, s'assit sur le bord de la chaise, comme s'il avait peur de prendre trop de place. Aux questions, il répondait brièvement. « Je ne sais pas. Sofia peut mieux expliquer ça. Je ne me suis pas mêlé. » Parfois, il ne faisait que hocher la tête. Il essayait de ne pas regarder l'enquêteur dans les yeux, baissait constamment le regard vers le sol. À chaque minute, il devenait plus évident que c'était un homme complètement écrasé par les circonstances et sa famille. Un psychologue qui observait le processus à travers un miroir conclut « Rui n'est pas un leader. Il ne prend pas de décision. Sa position est la passivité et la soumission totale. Sofia se comporte complètement différemment. Quand elle fut amenée dans la pièce, elle s'assit droite. Son regard était froid, ses mouvements assurés. Elle n'eut pas besoin de temps pour trouver les mots. Elle commença à parler d'elle-même sans attendre les questions. Elle parla de discipline, d'obéissance, de punition comme le bon chemin. Dans sa voix, il n'y avait aucun doute. Et c'est exactement cette assurance qui impressionna le plus les enquêteurs. Quand il s'agit de la pièce cachée, Sofia n'essaya pas de nier son existence. Elle dit « Il faut apprendre l'ordre aux enfants ». Cette phrase devint l'une des clés de sa déclaration. Pour elle, la cave n'était pas un secret, rien de honteux. Elle la considérait comme partie du système éducatif. Puis tombèrent les mots qui changèrent le cours des enquêtes. Sofia dit « Ma mère, Elvira, m'a appris comment bien faire ». À partir de ce moment, il devint clair qu'il y avait encore une autre figure dans l'histoire, la personne qui était derrière toute l'idéologie. L'inspecteur demanda où se trouvait cette femme. Sofia répondit sans hésiter « Elle vit avec nous. Elle est dans la pièce à côté ». Cette découverte fut un tournant. Maintenant, les enquêteurs avaient une nouvelle participante potentielle dont l'influence sur la famille était évidente. Ainsi, Elvira arriva au centre de l'attention. La mère de Sofia, une femme âgée qui vivait avec eux dans la maison. C'est exactement elle, comme il s'avéra, qui pourrait avoir été la source des idées sur la punition et la chambre du silence. À partir de ce moment, le cercle des suspects s'élargit et les enquêtes atteignirent un nouveau niveau. Après que la porte secrète sous l'escalier fut forcée, les criminalistiques descendirent pour la première fois. Ils allumèrent de puissants projecteurs et la pièce qui avait été cachée pendant des années fut inondée de lumière vive. Au début, il sembla qu'il n'y avait rien dans la pièce. Murs de pierre nus, sol inégal, vide. Mais quand la lumière se déplaça dans les coins, 3 objets émergèrent de l'obscurité. Sur le sol, gisait un matelas sale. À côté se trouvait un seau en plastique et une écuelle d'eau vide. Ces détails n'avaient pas besoin d'aucun commentaire. La pièce n'était pas utilisée comme débarras, mais comme un lieu où on retenait une personne. L'examen continua lentement. Les criminalistiques vérifièrent les murs, le plafond, le sol. Mais l'intérêt principal se porta sur le côté intérieur de la porte. Elle était revêtue de feutre et de planches, et c'est exactement là qu'il fut décidé de faire un test avec une lampe UV. Le rayon saisit des dizaines de traces qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. Sur toute la surface des planches s'étendaient des griffures chaotiques. Certaines étaient profondes et laissées par des ongles. D'autres étaient très fines, mais en grand nombre. L'un des spécialistes passa un doigt ganté sur l'une de ces rainures. À la surface resta un fragment minuscule. Il dit doucement, plus à lui-même qu'aux collègues,
On dirait une particule de peau. Cette découverte confirma définitivement, à l'intérieur de la pièce avait été une personne qui avait désespérément essayé de sortir. Après cela, il n'y eut plus de doute. Le criminalistique en chef résuma. Il inspecta la pièce encore une fois, éteignit la lampe de poche et commença à parler dans un dictaphone. Objet trouvé indiquant un séjour prolongé. Traces de privation de conditions élémentaires. Sur le côté intérieur de la porte ont été détectées des griffures laissées de l'intérieur. La phrase finale qui fut incluse dans les dossiers sonna dure et claire. La pièce est classifiée comme lieu de rétention forcée. À partir de ce moment, la cave n'était officiellement plus une partie de la maison. Pour les enquêteurs, elle devint une prison. La découverte de la chambre du silence fut un tournant. Maintenant, la police savait qu'elle n'avait pas affaire à un accident tragique, mais à une pratique consciente. Et dans cette pratique, la famille Souza avait son propre idéologue. La tâche suivante était d'établir qui exactement avait créé le système dans lequel la punition était justifiée comme éducation. Après la découverte dans la cave, il fut clair pour la police. Maintenant, l'expertise jouerait un rôle décisif. Les enquêteurs pouvaient supposer ce qui s'était exactement passé là, mais pour le tribunal, ils avaient besoin de faits confirmés par le laboratoire. C'est pourquoi tous les échantillons trouvés furent envoyés pour analyse détaillée. Au laboratoire fut rassemblée toute une série de matériaux. Du matelas furent extraits des cheveux, des planches de la porte, des particules minuscules qui étaient restées dans les griffures, du sol, des échantillons de taches séchées. Chaque fragment fut placé dans un tube à essai séparé, étiqueté et envoyé dans un séquenceur. Machine après machine, traitait les échantillons, les transformant en lignes de données. Le travail dura longtemps. En parallèle fut menée une comparaison avec l'ADN de Thiago, qui avait déjà été identifié grâce au matériel biologique. Le processus semblait routinier, mais chaque minute rapprochait de la réponse à la question principale. Les traces dans la cave lui appartenaient-elles réellement? Pendant ce temps, l'inspecteur Mendes était dans son bureau. Il savait exactement. Le résultat de l'expertise pourrait porter le coup fatal à la version de la famille et prouver définitivement que Thiago avait passé les derniers jours de sa vie dans cette cellule. Il essayait de s'occuper avec des papiers, mais était constamment distrait par son téléphone silencieux. Le temps passait lentement. Plusieurs fois, il regarda l'horloge, remplit sa tasse de café encore et encore. Au laboratoire, on travaillait sans interruption. Les lampes UV éclairaient les égratignures. Les spécialistes documentaient chaque détail. L'ordinateur produisait des graphiques, des codes et des lignes courbes. Pour un profane, cela ressemblait à un amas de symboles incompréhensibles. Mais pour les experts, ils se combinaient en une conclusion sans équivoque. Enfin, le téléphone sonna. À l'appareil était un employé du laboratoire. Mendes décrocha immédiatement, sans le laisser sonner une seconde fois. La conversation fut courte, mais chaque mot avait du poids. Il posa le téléphone silencieusement sur la table et fixa un point pendant quelques secondes. Puis il se tourna vers son assistant et dit « La correspondance est de 100%. Tous les matériaux de la cave appartiennent à Thiago Souza. » Ce fut un tournant. Maintenant, les enquêteurs avaient une preuve irréfutable. La pièce trouvée avait effectivement été utilisée pour son confinement. À partir de ce moment, l'affaire n'était plus l'histoire d'une famille étrange avec des règles strictes. La police tenait entre ses mains des preuves directes qui faisaient de cette cave une véritable scène de crime. Il fallait ensuite clarifier le plus important. Qui exactement était derrière la décision d'utiliser la chambre du silence? Et combien de personnes dans la famille soutenaient cette pratique? Les enquêtes se concentraient de plus en plus sur la famille, mais chez l'inspecteur Mendes restait une question ouverte. Comment se pouvait-il que pendant des années, personne dans les environs n'ait rien remarqué? Dans un petit village, les nouvelles se répandent vite, mais ici, il semblait que toute l'horreur s'était déroulée dans un vide. Pour vérifier cela, il prit une liste de contacts trouvés dans la maison des Souza. Presque toutes les entrées se référaient à des parents,
Seul un nom se détachait. Señora Alves, une institutrice. La femme fut convoquée pour interrogatoire. Dès les premières minutes, elle semblait nerveuse. Ses mains tremblaient, son regard se détournait. Mais en même temps, on sentait. Elle avait attendu cette conversation. À un moment, elle dit « J'avais un soupçon ». Après une pause, elle ajouta « Et j'ai essayé de faire quelque chose ». De son sac, elle sortit un dossier épais et le posa sur la table. Il contenait des copies de signalements aux services sociaux. Ce dossier devint un nouveau tournant dans les enquêtes. Il contenait des documents datés d'un demi-an avant la tragédie. Les entrées étaient courtes, mais chacune d'elles agissait comme un signal d'alarme. 15 janvier, bleu sur les mains. 23 février, s'endort en classe. 12 avril, a dit qu'il serait puni pour ses mauvaises notes. Tout cela avait été noté par l'institutrice et transmis aux instances officielles. Mendes feuilleta attentivement les pages. Plus il lisait, plus fort devenait le sentiment que le système savait, mais n'avait rien entrepris. Car dans le dossier se trouvaient aussi les réponses des services sociaux. Et elles étaient toutes identiques. Vérification effectuée. La famille est évaluée positivement. Les explications de la mère ont été reconnues comme satisfaisantes. Il s'avéra que chaque vérification se terminait de la même façon. Les inspecteurs venaient à la maison, voyant des chambres ordonnées, de la propreté, des murs impeccables sans traces. Sophia les recevait d'une voix calme et disait « Il essaie maladroit, tombe souvent » ou « c'est lié à l'âge ». Et cela suffisait pour dissiper les moments de suspicion. Pour les enquêteurs, ce fut une découverte importante. La famille Lapp n'avait pas seulement caché ce qui se passait aux voisins et aux enseignants, mais avait aussi mené en bateau les autorités étatiques pendant des années. Cela prouvait que leurs actions n'étaient pas impulsives, mais planifiées de longue date. Ils savaient mentir, savaient comment créer l'image d'une vie normale et savaient comment convaincre les étrangers. L'inspecteur ferma le dossier et prit une note dans son carnet. La famille d'or était préparée à toutes les vérifications. La préméditation est évidente. Maintenant, les enquêtes passaient à la phase suivante. Déterminer qui exactement était le principal initiateur de ce système et de qui étaient les décisions finales dans la maison. Quand dans les dossiers apparut le nom Elvira, c'était clair. C'est précisément avec elle qu'il fallait parler ensuite. La femme âgée, la grand-mère maternelle, était une figure clé dans la maison Souza, mais pas au sens habituel. Elle ne semblait pas impuissante ou brisée par l'âge. Au contraire, tous ceux qui la virent ce jour-là remarquèrent qu'elle se tenait avec une dignité étonnante. Une posture droite, un regard froid, des mouvements assurés. Dans la salle d'interrogatoire, elle semblait être venue non pas comme suspecte, mais comme maîtresse de la situation. L'inspecteur João Mendes étala des photos devant elle. Images de la cave trouvée, du matelas, de la porte avec les égratignures. La question était simple. Ce lieu vous est-il familier ? Elvira ne détourna pas le regard, n'essaya pas de faire comme si elle voyait ces images pour la première fois. Elle dit calmement, presque négligemment. « Bien sûr, c'est la chambre du silence. Je l'ai moi-même aménagée. » Ces mots décontenancèrent les enquêteurs un moment. Là où la police voyait une scène de crime, elle voyait un objet de fierté. Pour elle, ce n'était pas un secret, mais une pratique familiale. C'est précisément à ce moment qu'il devint clair. Les enquêtes ne tombèrent pas sur un emportement accidentel ou une décision impulsive, mais sur une vision du monde de longue date, raffinée. Quand Mendes demanda « Pourquoi ?», Elvira commença à parler, et chacun de ses mots sonnait comme si elle lisait un texte appris par cœur. Ce n'est pas une punition, c'est de l'éducation. C'est ainsi que j'ai été élevé quand j'ai cassé une tasse. C'est ainsi que j'ai élevé Sophia quand elle a menti. Pour elle, la pièce sous l'escalier n'était pas une prison, mais un instrument éprouvé à travers les générations. Plus elle parlait,
plus il devenait clair que dans sa vision du monde, il n'y avait pas de place pour le doute. Elle ne voyait pas de cruauté dans ses actions. Au contraire, elle prétendait tout faire pour le bien de la famille. Ses phrases étaient courtes, froides, sans une trace de regret. Le silence et la faim enseignent mieux que tous les mots. Elle regardait l'enquêteur droit dans les yeux, et ce n'était pas le regard d'une personne prise en flagrant délit. C'était le regard d'une fanatique convaincue de sa propre droiture. À un moment, tomba la phrase clé. « Nous faisons des enfants des personnes, pas des faibles. » Avec ces mots, elle sembla mettre un point final à l'explication du motif. Pour Elvira, ce n'était pas un crime. C'était une tradition qui, selon elle, devait être préservée et transmise. Quand la conversation en vint aux événements concrets d'août 2005, Mendes demanda directement « Avez-vous donc ordonné d'enfermer Thiago ?» La réponse vint immédiatement. Elvira hocha la tête et dit « Il a cassé le bol de soupe, mon bol de soupe. Il devait apprendre la valeur des choses. » Cette phrase fut un tournant. À ce moment, il devint clair qu'il ne s'agissait pas seulement de mesures éducatives. Il s'agissait d'un culte dans lequel les objets et la discipline étaient placés au-dessus d'une vie humaine. Après l'interrogatoire, la structure du crime se compléta totalement. Elvira, l'idéologue et organisatrice. Sofia, la fille qui avait grandi dans ce système et le continuait sans doute. Rui, le mari, faible et soumis, qui exécutait les instructions. La maison des Souza s'avéra être non pas le lieu d'une tragédie accidentelle, mais une arène où pendant des décennies, le même modèle se reproduisait. Cet interrogatoire devint la clé pour comprendre le motif et la hiérarchie interne de la famille. Pour la police, ne se posait plus la question du « pourquoi ». La réponse venait directement de la bouche d'Elvira. Il restait maintenant autre chose. Rassembler des preuves que ces paroles correspondaient à la réalité et montrer au tribunal que derrière la logique froide se trouvait un vrai système de violence habillé sous forme de tradition. Les enquêteurs firent le premier pas pour briser ce cercle vicieux dans lequel des générations s'éduquaient mutuellement par le silence et la faim. Devant eux s'étendait un long processus. Déterminer l'ampleur de ce qui s'était passé derrière ces murs de pierre et prouver le rôle de chaque participant individuel. Après les aveux d'Elvira, la police n'avait plus de doute. Mais pour étayer l'affaire, une confirmation de Sofia et Rui était nécessaire. L'inspecteur João Mendes prépare une confrontation. Ils furent amenés dans la salle d'interrogatoire. Une table métallique, 3 chaises, le silence. Mendes s'assit en face d'eux. Il ne posa pas de questions immédiatement. Au lieu de cela, il commença à étaler les preuves une par une. D'abord les photos de la cave, matelas, bol, seau, puis les résultats de l'expertise qui disaient noir sur blanc « Tous les matériaux trouvés appartiennent à Thiago ». Ensuite, il posa les documents du dossier de l'institutrice sur la table, avec les signalements aux services sociaux. Sofia était assise droite, mais ses yeux restaient en froid. Rui, au contraire, se recroquevillait, comme s'il voulait paraître plus petit qu'il n'était. Et seulement au moment où le dernier objet fut posé sur la table, un dictaphone, l'atmosphère changea. Mendes appuya sur le bouton. Dans le silence résonna la voix d'Elvira. « C'est ainsi que j'ai élevé Sofia quand elle a menti. » Sofia tressaillit pour la première fois. Sur son visage brilla une ombre de confusion. Rui baissa la tête encore plus bas. L'enregistrement continua. Des mots sur le bol de soupe, sur la chambre du silence, sur le fait que le silence et la faim éduquent mieux que les mots. Mendes arrêta l'enregistrement et dit uniformément « Votre mère a tout raconté. À propos du bol de soupe, à propos des 4 jours. » Sofia se tut. Pendant quelques secondes, on n'entendit dans la pièce qu'une respiration lourde. Puis elle dit doucement « Oui ». Rui hocha la tête, sans lever les yeux. Ce n'était pas du repentir. Il confirmait simplement les faits,
sans les considérer comme un crime. Alors Mendes dit « Racontez-moi comment c'était ». Et ainsi commença la phase la plus importante de l'interrogatoire. D'abord Sofia parla, puis Rui ajouta des mots. Leurs déclarations s'assemblèrent en une séquence claire. Tiago avait cassé le bol de soupe. Elvira ordonna la punition. Sofia enferma son fils dans la cave. Rui ne s'opposa pas et ferma la porte lui-même. Pendant 4 jours, ils n'ouvrirent pas la serrure. Le 4e matin, Rui le trouva inconscient et appela ensuite l'ambulance. Leur récit était mécanique, comme s'il ne s'agissait pas d'une personne vivante, mais d'un épisode quotidien. Aucune émotion, aucun regret, juste une séquence d'actions. Ils nièrent leur culpabilité. Pour eux, cela restait une méthode d'éducation. Le protocole d'interrogatoire enregistra. Les suspects ont admis les circonstances réelles de l'affaire. La culpabilité du meurtre ne fut pas reconnue, car ils considéraient l'incident comme faisant partie du processus éducatif. Ainsi, les enquêteurs avaient tout le nécessaire pour une accusation. Mais pour que le tribunal n'entende pas seulement des faits secs, mais l'atmosphère de ce qui s'était passé, ils avaient besoin d'un témoin qui avait tout vu et ressenti de l'intérieur. Ce témoin devait être Catarina. Les enquêtes approchaient d'un tournant. Toutes les preuves étaient déjà présentes. La cave, l'expertise, les confessions des parents et de la grand-mère. Mais il y avait encore une personne qui jusqu'à ce moment avait gardé le silence. Catarina, la fille aînée, qui vivait dans la même maison, avait vu et entendu plus que quiconque. Sa déclaration ne pouvait pas seulement compléter l'image, elle devait montrer comment tout semblait de l'intérieur. Pour l'interrogatoire, aucune salle formelle ne fut utilisée, mais le bureau d'un psychologue pour enfants. Ici, il y avait un espace sûr, des fauteuils moelleux, une table avec des crayons de couleur et du papier. Aucune question directe et dure ne fut posée à la fille. On lui donna la possibilité d'exprimer ses pensées comme cela lui convenait. Et le premier instrument fut un dessin. Catarina prit un crayon noir. Lentement, une maison apparut sur la feuille, disproportionnée, lourde, sans fenêtre. En dessous, un carré noir. Quand le psychologue demanda doucement « Quel est cet endroit ?» Elle répondit en chuchotant « C'est notre maison ». Puis elle ajouta « Et ça c'est la chambre du silence ». Ces mots furent or la vraie clé. Jusqu'à ce moment, seule Elvira avait parlé de la chambre du silence. Mais maintenant, Catarina la mentionnait. Non pas comme un adulte qui justifie des méthodes éducatives, mais comme quelqu'un qui y avait été. Le psychologue continua prudemment. « As-tu déjà été dans cette chambre ?» demanda-t-il. La fille hocha la tête. « Quand je me conduisais mal. » À ce moment, elle dessina une petite figure dans le carré noir. Enfermée, sans issue. C'était son souvenir, fixé sur papier. Le spécialiste fit un autre pas. « Et Tiago ?» demanda-t-il. La réaction fut immédiate. Catarina éclata en sanglots. Ses épaules tremblèrent, les mots ne sortaient pas. Mais graduellement, elle commença à parler. Pour le protocole, son récit fut enregistré, bas mais clair. D'abord, il a crié, longtemps, puis il a frappé à la porte. Après, il a pleuré. Ici, elle fit une pause. Dans la pièce, régna le silence. Le psychologue ne la pressa pas. Et après quelques secondes, elle prononça les derniers mots. Et puis ce fut le silence complet. Ce moment fut un tournant. Jusqu'à présent, les enquêtes s'étaient basées sur la logique et les preuves, sur des confessions qui sonnaient sèches et sans émotion. Maintenant, il y avait un témoin vivant. Ces mots ne laissaient aucun espace pour des justifications. Ce n'était pas un rapport de police ni un rapport médical.
mais une description de ce qui s'était réellement passé. Katharina ne confirma pas seulement l'existence de la chambre. Elle montra que ce n'était pas une pratique accidentelle, mais un système qui était appliqué aussi bien à elle qu'à son frère. Elle avait elle-même vécu l'isolement et savait ce que signifiait être assise derrière une porte fermée. C'est pourquoi ces mots sur les derniers jours de son frère sonnèrent comme la preuve la plus terrible. Pour le tribunal, ces déclarations furent décisives. Maintenant, la défense de la famille perdit son dernier argument. Il n'y avait ni une version sur une maladie, ni la tentative de se cacher derrière des convictions religieuses. Tout fut détruit par la voix de Katharina, une voix qu'on avait forcée au silence pendant des années, mais qui finalement apporta la vérité définitivement à la lumière. À partir de ce moment, les enquêtes furent ça considérées comme terminées. La police avait tout, preuves matérielles, confession et la déclaration d'un témoin oculaire. Devant eux, il ne restait que le procès, dans lequel l'histoire de la famille Souza devait recevoir son évaluation définitive. Quand les enquêteurs avaient déjà tout le nécessaire pour une accusation, il resta un dernier élément: comprendre comment la famille avait essayé de cacher les conséquences de ce qui s'était passé dans la cave. Dans les dossiers, cette phase est appelée « interrogatoire final ». L'attention principale se porta sur Rui. Il devait expliquer pourquoi le matin du 19 août, la porte de la cave fut finalement ouverte. Jusqu'à ce moment, Rui avait constamment évité les réponses directes et répétait les mots de sa femme ou de sa mère. Mais cette fois, la pression fut maximale. Devant lui étaient à fois les photos de la cave, les expertises, les déclarations de Katharina et Elvira. Nier était inutile. Finalement, il raconta la séquence d'événements qui représentaient les dernières heures de la mise en scène. Selon Rui, le matin, ils remarquèrent que de la cave ne venait plus de bruit ou de coups. Précisément, le silence fut le signal pour ouvrir la porte. Quand ils entrèrent, Thiago était couché sur le matelas. Aucune mesure de réanimation ne fut prise. À la place, Rui appela Sofia, et ensemble, ils décidèrent de le porter en haut. Ce détail s'avéra décisif. Les époux portèrent consciemment leur fils dans la chambre et le mirent dans le lit. Le lit fut fait comme s'il y avait été tout le temps. La scène ressemblait à ce qu'une personne soit morte dans son sommeil. Dans la maison, il n'y avait plus de traces qu'il avait passé 4 jours dans la cave. Les actions suivantes ressemblaient à un scénario soigneusement préparé. Seulement après avoir créé l'image, Rui appela le service d'urgence et signala une maladie soudaine. Dans aucune des versions qu'ils essayèrent de présenter lors des premiers interrogatoires, il n'y avait de vérité. Tout était une mise en scène, construite sur instruction d'Elvira et soutenue par Sofia. Ainsi, le dernier interrogatoire détruisit la dernière ligne de défense. La famille ne niait pas seulement sa culpabilité, elle fabriqua consciemment de fausses circonstances pour cacher la réalité. Dans le protocole, ce moment est enregistré clairement. Les parents portèrent leur fils de la cave au lit, mirent en scène une mort dans le sommeil et seulement alors demandèrent de l'aide. Maintenant, l'image du crime était complète. Les enquêteurs avaient entre les mains des preuves, des témoignages et des confessions. Tout s'assembla en une seule chaîne. La décision d'Elvira, les actions de Sofia, le consentement silencieux de Rui et la mise en scène finale qui devait induire la police en erreur. Mais la police connaissait déjà la vérité. Devant eux était la dernière étape, le procès qui devait déterminer la punition pour chaque participant de cette tragédie. 15 août. Le jour commença comme d'habitude. Dans la maison se passèrent les choses habituelles. Personne ne soupçonnait que précisément ce jour serait le début de la tragédie. Vers 14 heures, Thiago cassa accidentellement un bol de soupe. Pour la plupart des familles, cela aurait été un petit désagrément, mais pas pour les Souza. Pour Elvira, cette chose avait une signification spéciale. Elle perçut l'incident comme un défi à son autorité. 15 minutes plus tard, elle annonça sa décision: punir. Et Sofia et Rui obéirent. La porte de la cave se ferma. Les premières heures furent remplies de cris.
Dans la maison, il était impossible de ne pas les entendre. Mais le soir, la famille s'assit pour dîner, comme si rien ne s'était passé. Elvira parla de discipline et d'ordre. Sofia se tut. Rui baissa les yeux. Katharina s'assit dans sa chambre et se boucha les oreilles. 16 août. Les cris continuèrent. Ils étaient désespérés, perçants. Katharina dirait plus tard que son frère l'appelait par son nom et demandait d'ouvrir la porte. Mais personne ne vint. Rui fit des travaux dans la cour et passa devant la cave sans regarder la porte. Sofia prépara la nourriture. Elvira insistait. La punition doit être menée jusqu'au bout. 17 août. La voix de Tiago devint plus faible. Il ne frappait plus que rarement. Selon les souvenirs de Katharina, c'est précisément alors qu'elle eut le sentiment que son frère ne pouvait plus lutter. Mais dans la maison, rien ne changea. Le dîner se déroula en silence, comme si la vie suivait son cours habituel. 18 août, le silence s'installa. Le soir, Katharina remarqua que de la cave ne venait plus de bruit. Elle ne le dit pas à voix haute, mais à ce moment, elle réalisa que tout était fini. Les adultes n'allèrent pas voir. Elvira répéta seulement « La punition doit être menée à terme ». 19 août. À 8 heures du matin, Rui ouvrit finalement la porte. À l'intérieur, il vit son fils couché sur le matelas. Il appela Sofia. Au lieu d'admettre ce qui s'était passé, ils décidèrent de cacher la vérité. Ils le portèrent en haut, le mirent dans le lit, le couvrirent. La scène devait ressembler à ce qu'il soit mort dans son sommeil. À 8h30 du matin, la mise en scène était terminée. La cave fut refermée. L'atmosphère dans la maison semblait calme, comme si rien ne s'était passé. À 9h12, Rui composa le numéro des services d'urgence et signala une maladie soudaine. Sa voix sonnait uniforme, sans panique. Voici comment se présentait toute la chronologie. Du bol de soupe cassé à l'appel au service médical d'urgence. 4 jours de punition qui se transformèrent progressivement en torture. Une nuit de silence qui devint fatale. Et un matin de mise en scène où la famille décida de cacher la vérité. Tout cela prouvait, il ne s'agissait pas d'un hasard, mais d'un système dans lequel la punition fut placée au-dessus d'une vie humaine. Dans la salle d'audience règne un silence de mort. Au banc des accusés sont assises 3 personnes, Elvira, Sofia et Rui. Derrière eux restent des mois d'enquête, des dizaines d'expertises, des dizaines de témoins. Devant eux se trouve la lecture du verdict. Le procureur lit l'acte d'accusation. La formulation sonne froide et sans émotion. Meurtre commis avec une cruauté particulière et privation illégale de liberté. Chaque mot documente ce que la police a soigneusement rassemblé pendant des mois. Toutes les preuves, de l'analyse ADN au témoignage de Katharina, formèrent la base de l'accusation. Dans la salle sont présents des journalistes, des voisins et des représentants des services sociaux. Sur leurs visages se lit la tension. Mais les visages des accusés restent impassibles. Aucune émotion, aucun repentir. Elvira regarde fixement droit devant elle. Sofia est assise, les mains baissées. Rui s'est recroquevillé à nouveau comme s'il voulait disparaître. Le juge accorde le dernier mot. Elvira se lève la première. Sa voix sonne assurée, sans tremblement. Elle dit « Je ne regrette rien. J'ai fait d'eux des êtres humains, et je le referai. » Un murmure parcourt la salle. Sofia ne dit pas un mot, mais hoche légèrement la tête en approbation aux paroles de sa mère. Rui reste silencieux, mais ses gestes montrent la même chose. Il ne nie pas, il ne contredit pas. À ce moment, il devient définitivement clair, il n'y aura pas de repentir. La famille reste fidèle à son système jusqu'à la fin. Pour eux, ce n'est pas un crime, mais une méthode d'éducation. Le juge lit le verdict. Sa voix sonne lente, chaque mot est pesé.
Le tribunal trouve Elvira Souza coupable d'organisation d'un crime et la condamne à la prison à vie. Sofia Souza, à 25 ans de prison. Rui Souza, à 20 ans de prison. Le verdict sonna comme un point final définitif. La justice avait triomphé. Mais en même temps, un arrière-goût amer resta dans l'air. Pendant des décennies, un système propre d'éducation exista dans cette maison et personne de l'extérieur ne put l'arrêter. Maintenant, l'histoire de la famille Souza passa des murs du tribunal à la mémoire publique. La vieille maison de pierre de la famille Souza est vide. Les fenêtres sont clouées, la porte barricadée avec des planches. De l'extérieur, elle ressemble à ce qu'elle était il y a des décennies. Mais à l'intérieur, rien ne rappelle la vie d'avant. Après le procès, elle fut scellée. Pour les habitants du village, cette maison est devenue un symbole de peur et de silence. Personne n'ose s'en approcher. Catarina fut placée sous la protection de l'État. Son nom et son lieu de résidence furent changés. Ces nouveaux documents cachent le passé pour lui donner une chance de vivre sans stigmate. Plus tard sont apparues des images, une fille sur une balançoire dans un parc de la ville. Elle se tait, regarde le ciel. Pour l'observateur, c'est un symbole que le cycle de violence fut brisé et qu'elle a un avenir que son frère n'a pas eu. L'histoire de la famille Souza ne se limita pas à un village. Quand l'affaire arriva à la presse, les dossiers d'enquête déclenchèrent une tempête d'indignation. Au Parlement portugais fut débattu le cas de la chambre du silence. Il devint un exemple de la façon dont le système des services sociaux ne fut pas à la hauteur de sa tâche. Dans les rapports furent cités des faits, les plaintes des enseignants furent ignorées, les vérifications furent menées formellement, et la famille échappa à la responsabilité à chaque fois en se cachant derrière la façade d'une maison respectable. Cette tragédie devint l'impulsion pour des changements. Déjà 1 an plus tard, furent apportées des modifications légales qui renforcèrent le contrôle par les services sociaux et augmentèrent les peines pour les crimes domestiques. Pour la première fois, l'État admit, les erreurs furent systémiques et elles coûtèrent une vie. Mais malgré les réformes bruyantes et les verdicts sévères, la maison de Sobral da Serra resta debout, vide et sombre. Sur ses murs, il n'y a pas de plaque commémorative. Personne ne raconte son histoire aux touristes, mais chaque local sait ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est un rappel silencieux que l'horreur peut se tapir derrière les portes les plus ordinaires. La justice a puni les coupables, la loi a changé. Mais la question la plus importante resta ouverte. Combien de telles chambres du silence peut-il y avoir encore dans des maisons dans lesquelles ne se posent jamais des regards étrangers ? La caméra s'attarde sur la façade de la maison abandonnée.